Salut Adrien, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Adrien, tu es député La France Insoumise, nouveau Front Populaire de Haute-Garonne. Oui. Si je t'ai invité, c'est pour parler de la situation politique, du projet de loi de finances qui vient de quitter l'Assemblée nationale pour rejoindre et qui va être débattu au Sénat. Avant toute chose, j'ai une question qui est relative à une interview qu'a donnée Jean-Luc Mélenchon et qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. C'était ce dimanche. Jean-Luc Mélenchon a dit de toutes les façons, le gouvernement de Michel Barnier ne passera pas l'hiver, ne passera pas Noël. Entre le 15 et le 21 décembre, il tombera. Est-ce que tu penses que cette prophétie, cette prédiction de Jean-Luc Mélenchon est justifiée? Et est-ce que tu penses que c'est comme ça que ça va se passer? Et surtout, pourquoi? Alors, c'est pas une prophétie, parce que Jean-Luc Mélenchon, il prend pas des pigeons pour lire dans les entrailles. Il fait de l'analyse politique, et donc, il nous semble, si on analyse politiquement la situation, qu'on est à un moment de tournant. Vous avez eu une discussion, on va revenir dessus sur le budget, où personne n'est content. D'abord, ceux qui ont gagné les élections, nous, le NFP, le Nouveau Front Populaire, on a réécrit un budget, on a gagné tous les votes, et à la fin, eh bien, ils s'asseyent sur le débat parlementaire pour l'envoyer au Sénat. Deuxièmement, parce que vous avez une extrême droite, là, en face de nous, qui ne sait pas où elle habite. Alors, un coup, ils votent des amendements du NFP, un coup, ils votent des amendements de Macron. En fait, ils ont une seule boussole, c'est dès que ça concerne les super riches, les très grandes fortunes, eh bien, ils sont avec Barnier. Point. Voilà. Et alors, évidemment, ils font semblant. Parfois, ils prennent un sous-amendement à nous pour pouvoir afficher qu'ils sont entre les deux. Mais bon, l'extrême droite joue son rôle historique. Il y a un débat sur qui doit payer pour les frais de l'État, de la sécurité sociale, des écoles, des hôpitaux. Eh bien, eux, ils ont décidé, tout le monde, sauf les très riches, qui vont sans aucun doute financer plus encore leur campagne à partir de maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'il changerait d'avis sur une éventuelle censure entre le 15 et le 21 décembre? Parce que c'est de ça dont on parle. Oui. Une motion de censure qui serait déposée par le nouveau Front Populaire et qui serait votée par les députés d'extrême droite. Eh bien parce que c'est à peu près le moment dans le calendrier où va revenir le texte à l'Assemblée. Là, il est discuté au Sénat. Donc c'est le festival des horreurs. Tu as peut-être vu tout à l'heure, des sénateurs ont dit on va monter la TVA à 22%. Enfin bon, les gars, ils veulent choper des dizaines de milliards d'euros, mais vraiment exclusivement dans les poches des gens qui ont un boulot, qui sont précaires, qui sont vulnérables, malades, accidentés, invalides, etc. etc. Donc, c'est le festival des horreurs. Après le Sénat, un texte reviendra dans une commission mixte paritaire, c'est-à-dire on essaiera de se mettre d'accord, sénateurs, députés. Spoiler, on ne sera pas d'accord. Déjà de voir les idées qu'ils ont, ça fait peur, alors la réalisation à la fin, moi déjà ça me fait extraordinairement flipper. Donc, on aura cette commission mixte paritaire, députés, sénateurs, qui va sans aucun doute échouer. Et après, et puis même si elle marche, après il y aura un vote à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'en l'état, on est capable d'avoir un vote négatif de l'Assemblée nationale. Nous, évidemment, à gauche, parce qu'on avait écrit un bon budget qui faisait payer les possédants, les riches, ceux qui ont tout et qui se gavent. Et donc, on ne peut pas accepter le budget actuel qui est présenté. L'extrême droite, parce qu'ils sont comme ça. Ils ont des idées sur rien. Quand il faut sauver les retraites à la capitalisation, ils le font. Quand il faut sauver les super riches, ils le font. Maintenant, ils voient bien que leurs électeurs les engueulent sur les marchés. Tous les députés d'extrême droite, quand ils vont sur le marché, ils se prennent des tomates ou des cailloux. Bon, j'exagère un peu, que des tomates. Et du coup, ils n'arrivent pas à expliquer aux gens. Parce qu'ils se disent d'opposition, mais ils sauvent le gouvernement à chaque fois. Je pense qu'ils ne pourront pas le faire si longtemps que ça. Et la conjonction des deux, des gens qui ont des idées hostiles au gouvernement, des gens qui sont tout à fait d'accord avec le gouvernement, mais qui veulent exister, ça peut conduire à ce qu'une censure passe et ce que M. Barnier, du coup, soit libéré de ses engagements et passe de belles fêtes de fin d'année en famille. Alors admettons que ça se passe. Comment est-ce que ensuite on est censé envisager les choses à gauche? Est-ce qu'on revient sur l'hypothèse Lucie Castet? Oui. Et donc tu me dis oui d'emblée, mais du coup ma sous-question c'est qu'est-ce qui a changé depuis le mois de juillet et cette proposition qui avait déjà été faite par le Nouveau Front Populaire de mettre Lucie Castet à Matignon? Est-ce que les choses ont évolué selon toi dans un sens qui ferait que Lucie Castet serait encore plus susceptible d'occuper le poste de Première ministre? Oui, mais c'est exactement ça. Il y a deux choses principales qui ont changé depuis l'été. D'abord, on a fait la démonstration qu'on peut être majoritaire, nous, sur un budget. L'argument, on se souvient, Macron disait « il n'y aura jamais de budget si c'est la gauche qui est nommée parce que blablabli, blablabla ». En réalité, on gagne les votes, les macronistes perdent les votes. Donc, il y a une majorité pour un budget de progrès social si on nous donne les clés du camion. Deuxièmement, maintenant qu'on arrive à la fin de l'examen du budget, non seulement on a montré qu'on gagnait les votes, mais surtout qu'on est capable d'avoir un budget cohérent. Le gouvernement nous disait il faut trouver 60 milliards. Bon, bah, nous, on n'est pas contre à rien, on leur a trouvé 60 milliards d'euros. Alors, pas chez ceux qui le voulaient mettre à contribution eux.
60 milliards d'euros chez les grands actionnaires par une taxation des dividendes et des levées-ventes d'actions, chez les grandes fortunes par l'ISF, chez les très hauts salaires en déplafonnant les cotisations sociales, etc., etc. Donc, ils voulaient de l'argent, on leur a mis. Mais en fait, on se rend bien compte que l'objectif de la droite, c'était pas de remplir la caisse, c'était de la vider pour avoir un argument pour ensuite diminuer les droits de tout le monde. C'est ça qu'ils font. Ils l'ont toujours fait par ailleurs. Donc, la situation a changé là-dessus. On est majoritaire, point par point, sur le budget, et on a reconstruit, réécrit intégralement un budget. Bon ben, nous, on est capable en 48 heures de le reprendre, ce budget, il est très bon, on le dépose, on le fait adopter. Alors, si je puis me permettre, ce budget a été rejeté dans son intégralité. Alors, amendement par amendement, certes, vous avez eu des victoires et des victoires non négligeables, mais quand il s'est agi de voter le texte dans son entièreté, à ce moment-là, il a été rejeté, y compris par les députés, par exemple Liot, qui avaient pu vous soutenir sur certains amendements, ou y compris aussi par les députés Modem, qui avaient pu aussi vous soutenir sur certains amendements, et y compris par les députés RN, qui avaient pu vous soutenir sur certains amendements. Du coup, moi, j'ai pas l'impression que cette majorité relative allait vraiment évoluer entre le 7 juillet, on va dire, et on prenait les députés strictement du nouveau Front Populaire, et aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes toujours le même nombre, c'est 192, je crois, députés du nouveau Front Populaire. Il n'y a pas eu d'addition, en fait. Non, mais la grande différence, c'est que les députés, là, lorsqu'ils votent, ils savent qu'il y a Barnier derrière. Donc, les macronistes, ils ont les consignes de Barnier. Le Modem, ils ont les consignes de Barnier. Et en réalité, leurs votes sont soumis au fait qu'ils ont des consignes de Matignon, qui leur dit comment faut voter, comment, pourquoi et sur quel point. Liot, tu crois que genre Charles de Courson, il a des consignes de Matignon? Non, mais je pense pas à Liot, Charles de Courson, je pense à ces autres groupes que j'évoquais là. Et en fait, dès lors que la gauche est à Matignon, ça change tout. Parce que tout simplement, on peut réunir les groupes parlementaires démocratiques et discuter avec eux. On va dire voilà, nous on propose ça, on a une discussion en amont, ce qui n'a pas eu lieu là. Hein. Michel Barnier, il débarque comme ça, on ne sait pas d'où, d'ailleurs lui non plus, c'est pas d'où, et il nous sort des idées qu'il n'a pas écrites lui-même, c'est la technocratie à Bercy qui les a faites, et il nous demande de nous prononcer dessus. C'est pas comme ça qu'on aurait fait. Nous, on aurait réuni les groupes parlementaires démocratiques, on aurait une discussion politique en disant il faut lever de l'argent dans les caisses, discutons de où est-ce qu'on va le trouver, et permettons à tout le monde de s'exprimer dans le débat et de faire adopter des amendements. Ce travail, il n'a pas eu lieu en amont, donc c'est ça qui rend à la fin le texte difficile à admettre pour les uns ou pour les autres. Toi, tu as déjà participé, parce que tu as été élu en 2022, donc tu as déjà participé à des élaborations de budget, à des discussions budgétaires. Mais jamais à un vote. Mais jamais un vote, exactement. Est-ce que là, tu dirais que les liens, par exemple, que tu as pu tisser en tant que député ou que collectivement, en tant que nouveau Front Populaire, vous avez pu tisser avec qui du Modem ou qui de Liot, sont susceptibles d'aller au-delà d'un vote commun à des amendements. Sous-entendu, est-ce que, par exemple, on pourrait envisager que dans un gouvernement du nouveau Front Populaire, ou qui sera en tout cas dirigé, par exemple, par une personnalité comme Lucie Castel, il puisse y avoir des ministres Liot ou des ministres Modem pour participer à l'élaboration d'une direction gouvernementale? Le sujet, c'est pas leur étiquette politique. Le sujet n'est pas de savoir qui a été à une époque de sa vie ou encore maintenant au Modem ou dans le groupe Liot. Le sujet est de savoir qui est d'accord avec un programme de gouvernement. C'est ça le seul enjeu. Ils font partie d'un groupe, c'est ça. Le but, c'est aussi de récupérer des groupes parlementaires, enfin des groupes à l'Assemblée nationale. Le but, c'est de faire passer des textes en les prenant les uns après les autres. Voilà. Et moi, je pense qu'on est capable d'être majoritaire, un coup avec des voix du Modem, parce qu'on discute comme parlementaire, un coup avec les voix de Liot, etc., etc. Mais dans un gouvernement, il ne faut pas que ce soit le bazar, quoi. Parce que si c'est la foire à la saucisse et que tout le monde a un objectif différent sur les retraites, sur la TVA, sur le SMIC, sur l'hôpital, on s'en sort pas. Il faut une direction claire dans un gouvernement. Même si c'est pas majoritaire à l'Assemblée. Une direction claire, des gens qui déposent des textes qui sont cohérents, et après on discute au Parlement. Et là, pour le coup, les collègues de Liot, du Modem, ils font leur boulot de parlementaire. Ils disent, nous pour voter, il nous faut ça, ou alors on demanderait tel ou tel amendement, et puis à la fin, on vote et on tranche. C'est comme ça, normalement, que marche une démocratie parlementaire. Pour initier un tel mouvement, il faut d'abord une censure. Est-ce que toi, tu appelles tes collègues du Rassemblement national à voter cette censure? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu penses que ton rôle de député de gauche, c'est aussi d'essayer de motiver l'extrême droite à voter cette censure que vous allez proposer? Non, le rôle d'un député de gauche n'est pas de motiver en quoi que ce soit l'extrême droite à faire quoi que ce soit, parce que quand l'extrême droite se sent forte, on sait très bien qu'après, ça finit en agression dans la rue sur les personnes racisées, personnes LGBT, etc., etc. Donc non, plus l'extrême droite est faible et démotivée, plus on vit bien et plus on est heureux. Donc en aucun cas, je suis là pour encourager quelque action que ce soit de l'extrême droite. Ça, je m'en fiche. Maintenant, la balle est dans leur camp. C'est eux de savoir est-ce qu'ils sont des députés d'opposition ou est-ce qu'ils sont des paillassons de Michel Barnier. Ça ne me concerne pas, moi, comme question. Moi, je sais ce que je suis, je sais ce que sont mes camarades et mes amis dans mon groupe parlementaire et dans le NFP.
Ce que fait l'extrême droite, c'est à eux d'en rendre compte auprès de leurs électeurs. Un point, c'est tout. Est-ce que tu penses que, au-delà d'essayer de chercher si le gouvernement a des chances de passer l'hiver ou non, comment est-ce que tu juges, et d'ailleurs en dehors du budget, l'action de ce gouvernement? Est-ce que tu comprends ce qu'ils essayent de faire depuis leur nomination aux uns et aux autres? Bah, je pense que malheureusement, je suis à peu près comme les ministres. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ce qui tombe mal, c'est qu'eux non plus savent pas ce qu'ils font. Les macronistes députés savent pas ce qu'ils font. Les députés LR savent pas ce qu'ils font. Tout le monde est très content d'avoir un petit Marocain, petite étiquette avec son nom, X ministre de je sais pas quoi, X sous-secrétaire d'État à la délation des chômeurs, je sais pas quoi. Bon, ils sont ravis d'avoir ça. Quel est le programme, quelle est l'orientation générale de ce gouvernement? On n'y comprend rien. Michel Barnier, son premier discours, il avait annoncé les grandes priorités. Le truc a disparu. Ça a subsisté peut-être 2-3 jours, cette histoire qui aurait des grandes priorités. On ne sait pas où elles sont. En revanche, ce qu'on a, c'est un budget. Et ce budget ne correspond pas déjà au projet initial du gouvernement. Couper 60 milliards d'euros, supprimer des postes de profs, supprimer des pompiers, fermer des hôpitaux, des lits d'hôpitaux en tout cas, cesser de rembourser des médicaments, baisser les rémunérations des soignants en arrêtant de payer le week-end, la nuit, etc. Bon, tout ça c'est inacceptable et ça n'a jamais été annoncé. On a un gouvernement qui s'imagine de droit divin parce que Emmanuel Macron un jour s'est réveillé en se disant « je cherche un type de droite dure ». Il y a Michel Barnier qui ne sait pas quoi faire en ce moment. J'imagine qu'il devait être en vacances en week-end prolongé depuis 2-3 ans. Et donc, il l'a appelé pour lui dire viens occuper le poste et applique la politique dont moi je rêve depuis le début, une politique néolibérale de stricte obédience. Puis après, j'imagine qu'ils se sont connectés sur LinkedIn, ils ont cherché des anciens copains, soit des grandes écoles, soit de la banque et de l'assurance, et ils avaient un gouvernement. Mais ces gens n'ont aucune espèce d'idéologie commune. C'est des gens qui ne parlent pas ensemble, qui n'ont pas travaillé ensemble, qui se découvrent en étant ministres. Et lorsque on met des gens qui sont des parfaits inconnus réciproquement les uns aux autres dans un gouvernement, évidemment, on va pas s'attendre à ce qu'il y ait une politique sérieuse qui soit menée. D'ailleurs, la seule chose intéressante qu'a fait le gouvernement, c'est de dire qu'il y aura un peu plus de semaines dites de l'Assemblée où on peut avoir des textes transpartisans comme député. Ça, c'est la seule bonne nouvelle, c'est que le gouvernement lui-même apparemment n'a déjà marre d'être trop présent et donc ils veulent disparaître. Je les encourage. S'ils pouvaient ne faire que des semaines de l'Assemblée et disparaître tout le reste du temps, ça serait formidable. Là, tout le monde ne parle que du budget, notamment dans les médias, lorsqu'il s'agit de commenter l'actualité et l'activité parlementaire. Une fois que ce budget aura été voté, ou pas voté, mais passera via un 49.3, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée? Est-ce que tu as une idée des textes que vous pourriez débattre à partir de janvier 2025? Alors, d'abord, il ne faut rien tabler de textes qui viendraient de l'exécutif, parce que mon objectif, c'est l'exécutif. Avant Noël, ils soient de retour à la maison, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ces gens n'ont pas vu la famille depuis 6 mois, c'est bien de leur rendre. Donc, on se débarrasse de tous. Maintenant, la seule chose où on a un peu de visibilité, qui est vraiment utile à avoir, c'est qu'il va y avoir des semaines, notamment à partir de la rentrée de janvier, il va y avoir des semaines transpartisanes, pour que des textes transpartisans soient déposés, soient examinés. Pardon, même en décembre, là, on démarre en fin décembre. Par exemple, il va y avoir un texte sur l'ouverture d'un CHU en Corse. Bon, par exemple, c'est un texte déposé par un collègue de Lyotte, on est plusieurs soumis à avoir signé, on bosse ensemble, ça se passe très bien. Il y a un texte sur le remboursement des fauteuils par la sécurité sociale pour des personnes en situation de handicap qui est porté par Sébastien Paytavi, mon collègue écolo, pareil, on l'a co-signé. Voilà, ça c'est des textes qui sont dans des semaines ouvertes, parce qu'en fait le gouvernement n'a tellement pas d'idées c'est qu'il y a une bonne chose. Du coup, tant mieux qu'il n'ait pas d'idées, ils nous laissent faire, ils laissent la main, ils savent pas quoi faire après le budget ces gens, ils ont aucune idée sur rien. Donc on aura ça, et on devrait avoir... fin de l'hiver, février-mars, le retour du texte du projet de loi sur la fin de vie. Même si Bruno Retailleau a dit qu'il n'était pas favorable à son retour à l'Assemblée. Oui, moi je suis pas favorable parce que Bruno Retailleau soit ministre ni à l'Assemblée. Vous voyez comme quoi, un partout, balle au centre. Mais l'avis de M. Retailleau m'importe évidemment énormément, mais pas là-dessus et encore moins sur le reste. Donc, le projet de loi fin de vie devrait revenir. La question c'est est-ce que c'est vraiment un projet de loi déposé par le gouvernement ou est-ce que c'est une proposition de loi initiative des parlementaires, comme celle qu'on a co-signée à plusieurs, pareil, ça va aller de LFI jusqu'à des députés les Républicains, pour le remettre à l'ordre du jour et avoir une vraie discussion sur le sujet. Donc, dans le moment, ce qui se passe, c'est qu'on est quand même pas mal de parlementaires à reprendre la main sur l'ordre du jour, c'est-à-dire sur ce qu'on a le droit de discuter au Parlement. Et après le budget, on n'a pas trop de visibilité de ce que veut faire le gouvernement. Nous, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on va leur imposer, puis sur le reste, ça sera le bras de fer. Une question sur les affaires juridiques qui aujourd'hui noircissent les horizons du Rassemblement national et notamment de Marine Le Pen.
Le parquet, enfin le procureur a requis 5 ans d'inéligibilité à son encontre. Le résultat, enfin le verdict sera rendu du premier trimestre 2025. Elle pourrait faire appel et la question c'est est-ce que l'appel sera suspensif de cette inéligibilité ou pas, ou est-ce qu'il y aura une notification de la part du juge qu'il y ait une application immédiate de cette inéligibilité. Toi, comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Je vais encore citer Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, il a dit non, on devrait pas, un appel devrait nécessairement être suspensif, remettant en question du coup l'existence d'une loi où il y a écrit que c'est pas suspensif dans le cas de cette inéligibilité. Oui, mais parce que nous, on n'a jamais été d'accord avec les lois qui fixent des peines planchers ou des automaticités ou qui permettent pas de faire appel. Moi, même le pire militant facho, je pense qu'il a droit à des libertés publiques, à un traitement judiciaire digne et équitable pour tout le monde, et ça en fait partie. Je pense d'avoir des peines qui sont à l'appréciation, qui sont pas automatisées, qui sont pas minimalisées et qui ouvrent le droit à un appel. Donc, ça me semble être un principe général du droit qu'il faut qu'on défende pour tout le monde, y compris pour Madame Le Pen. Après, moi, je m'en fous que ce soit elle candidat ou quelqu'un d'autre, ça sera l'extrême droite et on ira aux élections pour les plier. Mais oui, moi je suis pas à l'aise avec ce type de procédure judiciaire. Je pense aux magistrats d'avoir leur liberté d'appréciation dans un contexte, des actes qui ont été commis et de pouvoir eux-mêmes décréter de la peine à la fin. Après, il y a évidemment un côté un peu comique. C'est-à-dire que Marine Le Pen, ça fait 25 ans qu'elle est sur tous les plateaux en toupie à nous dire que la justice est trop laxiste, qu'on libère tout le temps tout le monde, que les juges sont pas assez durs. Bon, si jamais ça peut lui faire une expérience de vie, et peut-être qu'elle revienne au sens commun, parce que là, elle a encore du bol, elle n'est pas en comparution immédiate, ou je sais pas quel dispositif extraordinaire qui condamne les gens en masse. Donc voilà, on a ceux qui voulaient durcir le droit et les peines se retrouvent dedans. Et paradoxalement, c'est nous qui depuis longtemps disons attention, c'est un peu dangereux ces évolutions juridiques, qui disons oui, c'est dangereux, même quand ça s'applique à elle. D'aucuns disent aussi que c'est parce que vous, les insoumis, et tout particulièrement Jean-Luc Mélenchon, qui veut repartir pour la prochaine élection présidentielle, à nouveau être candidat, il s'en cache plus tellement, c'est parce que c'est votre adversaire désigné, quoi. Et d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon lui-même a désigné, je me souviens encore d'une interview qu'il a donnée à un média italien cet été, où il disait ça sera elle ou moi dans ce combat-là. Non mais donc, parce que mais c'est elle comme métaphore, c'est elle comme métaphore, c'est disparaît, c'est Bardella. Ça change rien, c'est l'un ou l'autre. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors, je suis d'accord, c'est pas la même chose. 29 ans, c'est pas la même adresse, c'est pas le même. Bon, d'accord. Oui, mais du coup, ça ouvre aussi le champ à la possibilité d'une droite de se refaire un peu la cerise, de se reconstituer, à peut-être un centre droit ou pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la prophétisation, là, pour le coup, de Jean-Luc Mélenchon, enfin, son analyse politique, qui était de dire, de toutes les façons, à la fin, il restera ou nous, la gauche radicale, la gauche de rupture, face à l'extrême droite. Oui. Mais ça, c'est vrai, quel que soit le visage de l'extrême droite. Il y a l'extrême droite, c'est un courant puissant. Aujourd'hui, il y a des gens qui votent pour eux en nombre. Alors, on se bat, on essaye de faire reculer ça, mais enfin, c'est pas un mouvement d'humeur aujourd'hui. Il y a à la fois un bloc populaire raciste qui existe. Il y a aussi un bloc de classe moyenne très néolibéral en fait, qui estime que la Sécu ça coûte trop cher, etc. Et les deux fusionnent derrière le RN. Ces blocs politiques-là, c'est des gens avec qui on peut discuter. On les croise en porte-à-porte, on discute, on va pas se foutre sur la gueule. Évidemment, on parle, je dis moi je suis pas d'accord, je pense que vous vous trompez sur tel et tel point. On discute, c'est normal. Et donc ça, tu penses... la vie penses politique. Ils vont pas changer. Mais à la fin, oui, je pense que ce sera nous. Et on verra qui on a comme candidate ou comme candidat. C'est la France Insoumise qui décidera de la candidature à la présidentielle. Personne d'autre, et encore moins évidemment un média, mais tu t'en doutes. Et en face, il y aura une candidature de l'extrême droite, du Rassemblement national, sans aucun doute. Alors après, que ces gens fusionnent avec Zemmour, qui se rapprochent des macronistes, ça c'est leur beurre. C'est leur histoire de crèmerie. Enfin, de crèmerie, c'est leur histoire de château. Ils sont plutôt château de crèmerie là-bas. Mais ça, c'est leur truc. Nous, on sera là, disponible pour les plier, quelle que soit la configuration, quelle que soit la candidature.
Et tu penses pas que cette question du chef, qui est quand même une question qui est importante à droite, mais aussi un peu à gauche, est une question Ah, mais si. importante, parce que c'est vrai que elle arrive, tu vois, à dire, je suis un peu de gauche, un peu de droite, un peu de machin, je suis l'extrême droite sociale ou je ne sais quoi, enfin le Oui, concept, elle essaye d'inventer, oui. etc. Mais elle le essaie de faire. social-fascisme, historiquement. Oui, je suis complètement d'accord. Mais le fait est que c'est ça qu'elle porte, et c'est vrai qu'il y a des courants dans l'extrême droite qui sont beaucoup plus Non, mais néolibéraux. Et donc le fait qu'elle perde en fait cette bataille pourrait rendre l'extrême droite beaucoup plus néolibérale et donc du coup dégager des espaces. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la disparition d'un chef, ça vaut à l'extrême droite, mais ça vaut aussi à gauche. Hein. Parce que tu me dis, le courant d'extrême droite est très fort, nonobstant la tête qu'il incarne. Est-ce que c'est vrai aussi à gauche? Est-ce que c'est vrai que la gauche radicale est très très forte, nonobstant le visage qu'il incarne? J'ai pas l'impression. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que à la France insoumise. Non, mais c'est pas ce qu'à la France insoumise vous nous expliquez. Vous nous expliquez que c'est Jean-Luc Mélenchon le mieux placé, et donc nécessairement faut que ça soit lui. C'est mieux placé. Mais il a réussi à construire quelque chose dans le pays, d'idéologique, de profond. Comme Marine Le Pen. Tu me dis la même chose. Exactement. Je te dis que du coup l'enjeu est de savoir qui représentera ce bloc. Il y aura un bloc populaire à gauche et il y aura un bloc d'extrême droite qui auront leur candidature à l'élection. Voilà. Maintenant, moi effectivement, je pense que Jean-Luc Mélenchon est mieux placé pour ce bloc de gauche pour aller se taper le bloc d'extrême droite et le battre. Bon, ça peut se discuter et on est là pour le faire. Mais c'est mon analyse politique. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ce soit Marine Le Pen ou un autre, nous, ça change pas les plans de manière déterminante. Et après, tout peut toujours changer. C'est-à-dire, ça peut être au dernier moment, ils peuvent changer de candidat, ça peut être Bardella, ça peut être quelqu'un d'autre, il peut y avoir 4 candidats d'extrême droite. L'enjeu, c'est toujours de penser tactique, c'est de se dire comment on fait pour battre ces idées-là. Et ça, il faut voir le contexte. Il faut dire quel est le cadre, qui a comme candidat, comment ils émettent leurs idées, avec qui ils travaillent, qui les finance, qui les rend visibles dans les médias. Et à partir de ce panorama, quelle que soit la candidature, eh bien nous, on monte au front et on va cogner. J'ai une dernière question à Adrien. C'est lié à un tweet que t'as fait et qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup fait réagir, y compris le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. C'est ton tweet sur où t'as parlé de Bruno Retailleau et de certains journalistes comme étant journalistes de préfecture. Journalistes de préfecture, pas des vrais journalistes. Et si tu veux, certains journalistes, donc que tu dis de préfecture, tu les as appelés des petites frappes. T'as dit que c'était des petites frappes. Fascistes, exactement, pardon, des petites frappes fascistes. Est-ce que, donc, t'as l'air d'assumer, genre, de les avoir appelés ainsi, les mots sont durs, le vocabulaire aussi, le champ lexical, dire c'est des petites frappes fascistes, enfin, tu es député de la nation, et donc, du coup, utiliser ce type de vocabulaire est original, à tout le moins. Comment est-ce que tu justifies d'utiliser un tel vocabulaire, un tel champ lexical pour parler du ministre de l'Intérieur et je sais si moi-même j'ai des désaccords avec lui et des journalistes. Bon, d'abord, moi, j'injurie personne. Je veux dire, les termes employés là sont des termes de qualification de méthode politique. Moi, je les connais pas personnellement, ces gens. En revanche, j'estime que les méthodes qu'ils ont déployées à l'occasion, en l'occurrence, la tentative de défendre et d'imposer la mise en place d'un match de football et d'autres épreuves sportives internationales avec Israël dans le contexte actuel, c'est-à-dire avec le gouvernement d'extrême droite israélien toujours aux commandes et qui profite de ces moments-là pour essayer de créer une gloire nationale ou du patriotisme alimenté par cela. Là, il me semble que les méthodes consistant à faire des articles 40, c'est-à-dire des demandes de poursuite, des recherches d'infraction, dès que quelqu'un critique le sujet, et le fait ensuite d'avoir une espèce de collusion, où on a un cabinet ministériel qui alimente directement l'Empire Bolloré, JDD, CNews, lequel donne de la visibilité à ce même cabinet ministériel en retour, cette espèce de logique de fonctionnement cyclique, où à la fin, on se retrouve en fin de journée avec des plateaux télé où on invite un journaliste du JDD, un CNews, un ami de M. Retailleau, et on dit « Regardez, formidable débat », ça me semble être des méthodes qui sont à la fois, dans le cas de M. Retailleau, d'inspiration fasciste, parce que c'est ce qu'il défend. Il est contre l'état de droit, c'est lui qui l'a dit, je cite. Il parle de français de papier, c'est le vocabulaire de la presse d'extrême droite des années 1930. Il parle de retour aux origines ethniques des personnes pour expliquer leur comportement politique. Ce monsieur même racialise les idées des gens. Ces trois éléments, ils sont consubstantiels au fascisme français. Donc sur cet aspect-là, il y a une qualification politique. Moi, je pense que cette qualification politique, elle est assez justifiée. Alors, qu'ils ne soient pas d'accord, moi, j'ai pas de problème. Mais enfin, si demain, Monsieur Retailleau dit que je suis léniniste, par exemple, je lui dirais, non, je suis pas léniniste et je suis prêt à discuter et à dire, non, c'est pas vrai. La qualification politique est pas bonne.
bah, il se fait qualifier de fasciste, il me semble qu'il faut prendre au sérieux le sujet et qu'ils disent à plein d'autres gens, qui disent bah non, je le suis pas, parce que X ou Y truc. Moi, j'ai pas de problème, c'est un débat politique que celui-ci. Alors, c'est marrant parce qu'au départ, quand j'ai dit oui, tu les as traités de petites frappes, il m'a dit fasciste. J'ai dit oui, c'est vrai, fasciste oui, aussi. c'est Mais le une cœur. petite frappe, oui, mais fasciste, oui, mais lui, ce qu'il aime pas non plus, c'est de l'avoir appelé petite frappe. Tout comme certains journalistes des chaînes que tu as cités, Oui. c'est d'avoir été traité de petite frappe. Petite frappe, c'est une insulte. Tu vois. Alors, c'est pas une insulte, parce que, non, mais du coup, tout le monde m'a mis le doute, donc j'ai quand même vérifié le dictionnaire, je me suis dit, parce que le but n'est pas de l'insulter. Il y a marqué, tu regardes un dictionnaire, c'est un petit délinquant sans envergure. C'est ça la définition d'une petite frappe, c'est un terme familier pour dire ça. Mais moi, j'aurais pas utilisé ni un terme vulgaire, ni un terme injurieux, ni un terme insultant, ni un terme violent. Est-ce que j'estime que ces gens, c'est-à-dire cet écosystème, a des méthodes qui confinent à la délinquance, de basse envergure? Moi, je pense que oui. Voilà, je pense que oui. Qu'ils organisent un écosystème où l'usage des moyens de l'État par des personnes qui disent qu'il faut abroger l'État de droit, bah moi ça me paraît être des méthodes qui ressortent de cette définition-là. Après, voilà, moi c'est le sens que j'y mets. Il me semble, j'ai ouvert le dictionnaire après, donc il n'y a pas là-dedans de propos qui soient injurieux envers une personne, mais des propos qui sont de caractère familier et qui qualifient une méthode de travail politique à laquelle moi je me retrouve évidemment pas du tout, à savoir des poursuites systématiques dès qu'un député de gauche dit le moindre mot qui ne va pas dans le sens de la place Beauvau. D'ailleurs, pour l'instant, il t'a poursuivi ou pas? Non. J'ai pas de nouvelles. Ok, donc sauf phare. Non, mais voilà, moi j'ai pas de nouvelles. Et après, je trouverais ça étonnant. Parce qu'à nouveau. De toute façon, il le fait tout le temps. Hein. Comme tu l'as dit toi-même, hein, genre il déclenche l'article 40 toutes les 3 minutes. Mais voilà, moi je trouve ça étonnant. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas là. En tout cas, il n'y a pas la volonté. Il me semble que lexicalement, il n'y a pas d'injure ou d'insulte. C'est-à-dire, rien de ce que je dis là n'est une question qui concerne la personne, M. Retailleau. Je ne le connais pas, on ne s'est jamais parlé. J'ai pas d'avis. M. Retailleau, sans doute, aide les vieilles dames à traverser la rue le week-end. J'ai pas de difficulté avec sa personne morale. En revanche, je pense que ses méthodes politiques sont très problématiques. Et s'il fallait les qualifier, je pense qu'il y a des méthodes de délinquance de petite envergure avec l'Empire Bolloré. D'abord, sur les arrangements qu'ils ont ensemble avec les preuves, les données, les faits. Quand il invente des affrontements à Poitiers, excuse-moi, mais pour moi, c'est des méthodes de délinquants que d'inventer des conflits pour faire peur et ensuite profiter pour faire passer je ne sais pas quelle idée. Et je pense qu'il s'inscrit dans un courant politique en France qui est le fascisme français, qui a effectivement les 3 piliers que j'ai donnés tout à l'heure, le refus de l'état de droit, pas de séparation des pouvoirs, pas d'état de droit, le refus de l'égalité entre les citoyens, il y a les Français de papier et les autres, hein, donc trop antisémites et racistes des années 30, et l'assignation des personnes sur des bases socio-ethniques à des opinions politiques. Voilà. Quand on combine tout ça, moi ça me semblait justifier cette analyse politique un peu rapide. Après c'est Twitter, bon, si Twitter passe à 900 caractères, la prochaine fois je vous mettrai un paragraphe entier. T'as qu'à aller sur Mastodonte et quitter Twitter. Je pense que ce serait une bonne chose d'aller sur d'autres réseaux sociaux qui sont pas à la propriété d'Elon Musk. Le jour où tous tes collègues y seront, on fera ça. Moi j'y suis en tout cas. Salut Adrien, merci beaucoup.